Bonjour à toutes et à tous. Si vous me découvrez sur cet épisode, je vous souhaite la bienvenue sur ce podcast Le pouvoir du mental. Dans cet épisode, Maxime nous raconte son aventure incroyable, le T24. Le T24 est un triathlon extrême. On enchaîne les disciplines pour une durée de 24 heures. 4 heures pour la natation, 14 heures pour le vélo et 6 heures de course à pied. Maxime a une particularité, il est épileptique. Il nous racontera quelles sont ses contraintes, puisqu'une crise peut se déclencher à tout moment en cas de stress ou de fatigue. Nous parlerons de méditation et de visualisation. Maxime utilise ces techniques de préparation mentale pour lutter contre les moments difficiles en course. Il nous raconte une mésaventure avec sa combinaison de néoprène pendant la natation ou encore comment est-ce qu'il va gérer la fatigue à la tombée de la nuit. Si vous aimez cet épisode, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, je le partagerai avec plaisir avec Maxime. Bonne écoute. Bonjour Maxime. Salut Lionel. Je suis ravi de t'accueillir dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler triathlon. Alors, dans ce sport, il y a plusieurs distances. Du XS, où on a du 400 mètres de nage, 10 km de vélo, 2,5 km de course à pied. Jusqu'à la distance XXL, autrement dit la distance Ironman, donc c'est 3,8 km de natation, 180 de vélo, en montagne ou pas, ça dépend des courses. Et puis un marathon. Alors, au-delà de la distance Ironman, il y a des défis qui sont encore plus fous. Il y a certains qui tentent des doubles Ironman, comme David qui nous raconte son parcours dans l'épisode numéro 6. Mais il y a d'autres courses, c'est celle-là que tu vas nous parler aujourd'hui, Maxime. C'est une course de T24, donc ça veut dire c'est un triathlon qui va durer 24 heures. Donc, avant de nous parler de cette épreuve, est-ce que tu peux te présenter, nous parler un petit peu de toi? Oui, bien sûr. Rebonjour Lionel. Moi, donc, c'est Maxime. J'ai 33 ans. Je suis marié et j'ai un petit garçon de 2 ans et demi, ce qui est important dans la pratique du sport puisque ça change beaucoup de choses. Je pratique les sports d'endurance depuis maintenant 6-7 ans. J'ai toujours fait du sport dans ma vie, mais le sport d'endurance est arrivé après les études, après les années un peu plus jeunes. Et ça a demandé un peu plus de maturité. Et voilà, depuis 6-7 ans, on va dire, j'oscille entre la course à pied. J'ai découvert le triathlon après, le trail et l'ultra distance avec le T24 du coup. D'accord, tu me disais que tu étais épileptique. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur cette maladie? Donc l'épilepsie, c'est une maladie neurologique, donc qui, comme son nom l'indique, touche le cerveau, qui est décrit en fait très simplement comme une sorte d'orage dans le cerveau. Donc on a de l'électricité qui passe dans le cerveau et puis à un moment, c'est comme si le disjoncteur coupait, parce que moi je fais des crises où je perds connaissance, des crises de grand mal. Donc c'est vraiment ce que les gens ont en tête, la crise du gars qui tombe, qui tremble, tout ça, c'est ce qu'on a en tête. Bah moi je fais ce genre de crise-là puisqu'il existe plein de crises différentes. Je vais pas trop m'étaler sur le sujet, mais c'est un long sujet. Mais voilà, moi je fais ce genre de crise-là et du coup je suis déclaré épileptique depuis à peu près 15 ans. Qu'est-ce qui déclenche une crise? Il y a plusieurs facteurs. Alors, pareil, le gros cliché des stromboscopes et des lumières, ça ne représente que 5% des épileptiques. Donc ça, c'est pas mon cas. Je suis pas choqué ou gêné par la lumière. C'est plutôt l'accumulation des facteurs qui fait qu'on a une crise qui se déclenche. Par exemple, beaucoup de stress, la fatigue, le manque de sommeil. C'est aussi pour ça qu'on est déconseillé de boire de l'alcool, ce genre de choses, parce que c'est des facteurs qui peuvent entraîner justement ces orages épileptiques. Donc c'est aussi pour ça que j'essaie de mener une vie la plus saine possible, d'abord pour ma santé et aussi pour éviter de faire des crises. Et j'ai évidemment des médicaments anti-épileptiques qui me permettent de réguler un petit peu, de réguler tout ça en fait. C'est presque une épée de Ouais. Damoclès que tu as au-dessus de toi. C'est quand tu as trop de sollicitations, du coup, trop de Euh, bruit, trop de mouvements, trop de stress, trop de fatigue. Et, C'est ça, t'as extrêmement bien résumé la situation, c'est l'épée de Damoclès. Donc faut faire attention. Alors je peux faire des écarts, hein, je reste humain et le but c'est d'être mesuré en fait et de gérer surtout le stress. En tout cas pour ma part, c'est plutôt le stress qui est un facteur. Donc essayer voilà de relativiser, de bien s'organiser pour éviter d'avoir des coups de stress. Et voilà, et puis ça le fait. tu la sens arriver, la crise? Je la sens arriver. Ouais, j'ai quelques secondes pendant lesquelles je sens un petit peu un mal-être
et puis je sens que la tête tourne et j'ai quelques secondes pour me mettre, entre guillemets, soit m'allonger, soit prévenir, ma conjointe, ou la personne qui est à côté de moi et voilà. Donc pour les gens qui ont l'habitude comme ma femme, c'est impressionnant, mais c'est voilà, elle a déjà vu ça. Pour les gens dans la rue, bah, c'est tout de suite, Ouais. hyper, angoissant. Donc il y a rien de spécial à faire, faut attendre, mais voilà, c'est effectivement, le quotidien, enfin, quelque chose auquel je pense au quotidien, oui. Mm. Et après, une fois la crise passée, t'as un petit délai pour revenir à toi. Ouais, le plus dur, c'est ça dans la vie de tous les jours et dans ma vie, sportive notamment. Le plus dur, c'est ça, en fait, c'est que une fois que la crise, est passée, les 15 30 minutes qui suivent, je suis, complètement à l'ouest. En fait, je reconnais pas les gens. Le cerveau, en fait, se remet à zéro, donc redémarre. Un peu comme les vieux ordinateurs qu'on avait il y a 15 20 ans, bah, ça prend du temps. Faut attendre que les programmes se lancent et un à un, et puis voilà, ça revient. Et puis, je suis totalement revenu au bout d'une trentaine de minutes. Mm. Euh, mais, euh, mais donc, c'est handicapant dans ce sens-là. C'est que il y a des personnes qui font des crises, c'est juste des absences. Mais moi, si je fais une crise, j'en fais pas souvent, très rarement même, mais si j'en fais une, bah, c'est la journée, voire les 2 jours qui suivent où je suis KO, quoi. Et puis c'est le blackout pendant 15-20 minutes et après t'es KO pendant 2 jours, quoi. Ouais. Ah ouais. Ah oui, c'est blackout vraiment, c'est ça qui est impressionnant en fait, c'est que, je vais avoir mon meilleur ami à côté de moi, je le connais pas, quoi. Ouais. Comment t'as découvert cette maladie? 19 ans, j'étais au lycée. Alors oui, 19 ans, j'étais un peu tardivement au lycée, du coup, j'ai eu ma première crise, un matin, je me réveillais, j'allais prendre mon petit déjeuner, j'ai dit à mon père: Je me sens pas bien», et puis pouf, je suis tombé. Et puis j'en ai refait une 3 semaines après, et puis encore 3 semaines après. Et puis finalement, les examens n'ont rien montré de spécial, mais j'ai été déclaré épileptique par la force des choses parce que les médicaments qu'ils m'ont donnés ont arrêté les crises, donc ils ont considéré que j'étais épileptique. Hmm. C'est une des manières de déceler et de déclarer quelqu'un épileptique. D'accord. Et les médicaments, sans forcément donner les noms techniques, etc., mais en termes de posologie, parce que là, on va parler d'un triathlon qui dure 24 heures, donc si tu dois prendre tes médicaments 3 fois par jour à heure fixe, c'est peut-être un peu compliqué à gérer. Euh, c- Bah maintenant, ça fait partie de mon quotidien, donc c'est un peu comme je sais pas moi, comme, les personnes qui prennent des vitamines tous les matins, voilà, ce genre de choses, bah, moi ça fait partie de mon quotidien, donc je j'y pense même plus, et en fait, j'ai 2 médicaments à prendre, tous les matins et tous les soirs. Donc pendant la compétition, a avant l'heure de la compétition, on va y revenir, mais avant l'heure, j'avais déjà pris mon médicament, et après le soir de la compétition, la nuit, bah, j'ai pris mon médicament à l'heure à laquelle je la prends. Et puis le surlendemain, puisque la compétition n'était Hmm. toujours pas finie, j'ai repris mon médicament, mais voilà, comme si de rien n'était. D'accord, mais tu l'avais prévu dans ta poche ou dans ton ravitaillement, quoi. Ah, j'avais avec mes ravitaillements, j'avais mes pâtes, j'avais mes barres, tout ça, et puis il y avait ma petite boîte de médicaments à côté, ouais. Et du coup, ouais, on va voir un peu comment tu arrives à interagir avec ça, comment t'arrives à te préparer et puis à vivre la course tout en mêlant cet aspect maladie, épilepsie, juste à côté, ça va être passionnant. Euh, Est-ce que du coup tu peux nous parler de la course un petit peu? C'est quoi le T24? C'est quoi ce format de dingue? Alors, je vais essayer j'en parlerai pas aussi bien que lui. Le fondateur, il s'appelle Charles Galland. J'espère qu'il m'en voudra pas s'il écoute le podcast. J'espère que je n'ai pas écorché son nom. En fait, c'est né en 2020 et l'histoire, c'est aussi pour ça que j'ai participé à la course. Je trouve l'histoire est incroyable. Le fondateur devait participer à l'Enduroman, qui est le fameux triathlon où on doit traverser la Manche à la nage. Et en fait, c'est tombé pendant le Covid, il a pas pu le faire, et donc il était à l'île de Ré à ce moment-là. Il s'est dit, bah, je vais faire 24 heures de triathlon. Et du coup, de là est né en fait un concept. Et ça, c'était en 2020. 2021, quelques participants, puis en fait, la machine s'est lancée. Aujourd'hui, il y a 3 dates différentes dans 3 lieux différents. Et moi, je cherchais en 2023 un nouveau format. J'avais pas forcément envie de me lancer sur Ironman parce que non, c'était pas la distance ou la durée, c'était plus, j'avais envie de faire autre chose, quelque chose d'un peu plus familial, ou quelque chose qui était peut-être un peu moins connu ou qui poussait un peu plus encore le curseur. Et puis je suis tombé enfin par hasard dessus.
Et ouais, directement, j'ai pris mes billets. Bon, j'ai validé quand même avec ma femme que je pouvais me lancer Hmm. dans une aventure de 24 heures parce qu'il faut en plus une équipe. Mais Ouais. une fois que l'équipe était montée, je me suis dit bah go, ça va être le challenge de 2023. Et finalement, ouais, ça a été le plus gros challenge. Ouais. Au niveau certificat médical, du coup, ça a pas posé de problème, ton épilepsie? Non, parce qu'en fait, l'épilepsie, c'est une maladie qui est pas contre-indiquante pour pratiquer le triathlon. Donc non, à chaque fois, tous les ans, j'ai des certificats Ok. pour pratiquer triathlon, course à pied. Et là, t'as combien de temps entre ton inscription et la course? T'as une préparation de combien de temps? Alors j'ai démarré, j'ai pris mon dossard en début 2023, que je te dis pas de bêtises, ça devait être en février ou mars. Et du coup, j'avais plusieurs mois devant moi, hein. J'avais quasiment 8 mois de préparation devant moi, donc j'y suis allé vraiment tout doucement. Il y avait toute la partie forcément préparation physique, mais du coup, il y avait aussi toute une préparation mentale, ou en tout cas une a priori, des a priori sur ce format, parce que autant le format Ironman, enfin semi-Ironman, j'en avais fait plusieurs, des marathons, j'en avais fait plusieurs. J'étais pas inquiet sur ce genre de format. Autant des formats vraiment longs, et là pour le coup 24 heures, privation de sommeil, faire du vélo la nuit, il y a plein de nouvelles choses. Il a fallu que je m'y prépare physiquement, mais aussi mentalement, accepter l'épreuve et puis faire face un peu à tous les doutes que j'ai pu avoir parce que forcément, bah, j'avais jamais fait 200 km de vélo avec plus de la moitié de nuit. Donc, Ouais. il a fallu se préparer à ça en fait, plus mentalement d'ailleurs que physiquement. Et t'as eu un moment, un déclic qui t'a dit, bah en fait, toi, il faut que mentalement, je me prépare. C'était au mois de mai. J'ai eu un déclic parce que je me suis dit, bah, il me reste 5 mois et aujourd'hui, je suis pas prêt. Enfin, je suis pas prêt. En tout cas, je peux terminer l'épreuve puisque l'épreuve, en fait, on aura peut-être l'occasion de la détailler un peu, mais cette épreuve-là, elle est un peu, on est en autonomie, donc on peut s'arrêter, on peut prendre des pauses. C'est un format qui est un peu différent justement des labels qu'on a l'habitude de connaître, mais j'ai eu ce déclic-là 5 mois avant parce que je me suis dit, bon, en moyenne, on parle de 6 mois pour un Ironman. Là, potentiellement, c'est le double, voire peut-être un peu moins de temps. Il va falloir quand même que je me bouge. Et donc, en fait, ça m'a aidé aussi mentalement. Ça m'a aidé à me dire, bon, bah, même s'il pleut, tu sors. Même s'il fait froid, bah, tu vas à la piscine. Même si t'as pas envie, voilà, faut faire attention à la nutrition. Il faut être rigoureux là pendant les 5 prochains mois pour que ça passe, pour atteindre l'objectif. Mhm. Et du coup, si tu nous parles un petit peu de l'épreuve en elle-même, comment ça se passe? Alors, l'épreuve, donc c'est, comme tu l'as dit, 24 heures de triathlon. Ça démarre à 11 heures du matin et ça termine à 11 heures du matin le lendemain. Et pendant ces 24 heures, on a des créneaux pendant lesquels on pratique l'un des trois sports. Mhm. Donc, on commence, c'est dans le même ordre, hein, natation, vélo, course à pied. On commence par la natation à 11 heures du matin et sur un créneau de 4 heures. Donc, pendant ces 4 heures-là, on ne peut que nager. Et on a une boucle de 1 kilomètre qu'on peut faire autant de fois qu'on veut. Donc là, en eau libre, c'était à Bormes-les-Mimosas, plage, enfin, voilà. Le spot était incroyable, l'eau translucide, voilà. Tout était réuni pour faire une bonne nage. Et donc, pour valider en fait chaque épreuve, on doit faire au moins une fois la boucle. Donc on Mhm. doit faire 1 kilomètre. Donc ce qui est très raisonnable. Euh, c'est une épreuve qu'on peut faire en équipe aussi, hein, le T24. Donc pour les gens qui étaient 2, 3, 4 ou 6, il faut que chaque participant fasse un tour. Mhm. Et du coup, nous, en tant qu'individuel, on était 52 sur 400 participants. D'accord. Non, plus que ça, sur 600 participants, je crois. On avait du coup l'obligation de valider un tour de chaque épreuve. Mhm. Et du coup, pendant 4 heures, moi, j'ai fait, alors j'ai pas nagé 4 heures, j'ai fait des pauses et j'ai priorisé après le vélo, donc j'ai fait 7 kilomètres de natation. Et ensuite, il y a 12 heures de vélo et ensuite 8 heures de course à pied sur le même principe avec une boucle à faire autant de fois qu'on veut.
et avec la possibilité de s'arrêter, voilà. D'accord, et donc tu peux t'arrêter à la fin d'un tour pour faire une petite sieste ou pour prendre ton ravitaillement. Tu parlais de pâtes tout à l'heure, on en parlera un peu plus en détail. Et du coup, en vélo, c'était des boucles de combien? Alors en vélo, c'était des boucles de 16 kilomètres avec, il y avait 160 de dénivelé positif. Mhm. Donc ce qui fait que moi j'ai fait un peu plus de 200 kilomètres et ça faisait 2500 de Mhm. dénivelé. Donc on n'était pas loin de Nice, par exemple, de l'Ironman de Nice. Ouais, La différence, c'est que on l'a commencé l'épreuve, il était 15 heures ouais. et donc elle terminait à 3 heures du matin. Alors la possibilité de faire du vélo terminait à 3 heures du matin. Donc moi j'ai fait une grosse partie aussi de nuit. Et c'est ça qui fait vraiment la différence sur le vélo, c'est que c'est la découverte du vélo de nuit, ça reste un Ouais. souvenir incroyable. Et sur la course à pied, il y a combien de boucles? Et sur la course à pied, c'était 4 kilomètres avec, et il y avait je sais pas, 30 mètres ou 40 mètres de dénivelé. Et il y avait juste une petite butte, on va dire. Et moi, j'ai fait 50 kilomètres. Ok, ouais, c'est pas mal, hein. Enfin, c'est beaucoup, hein. Même quand tu vois le vélo, même la natation, hein, 7 km, le tout enchaîné, je comprends qu'à la fin, tu sois rincé, quoi. Bah, ce qui est différent, en fait, c'est qu'au final, sur les chiffres, 7, un peu plus de 200 et 50 ou un peu plus de 50, je sais plus, j'ai plus le chiffre en tête. Certains vont dire, bah, c'est un gros Ironman, on va dire. La différence, c'est les conditions, en fait. C'est que là, on commence, il est 11 heures du matin, donc Mhm. forcément, dans l'épreuve, le but, c'est d'en faire une partie de nuit. Et là, on se rend compte finalement c'est ça la difficulté, c'est que jusqu'à minuit, il y a de l'ambiance, il y a un speaker, tout ça, et à minuit, tout s'arrête. Et là, on est en fait seul face à nous-mêmes. Et donc, oui, on le verra tout à l'heure. Et c'est là que tous les doutes arrivent, quoi. Qui est plus un bruit, plus de speakers. C'est vrai que moi, moi j'ai fait Embrun l'année dernière, en 2023, et le départ se fait de nuit. Donc en fait, c'est à 6 heures du matin. Nager dans la nuit, ça rajoute quelque chose d'un peu particulier quand on est sur la plage, etc. Et puis, et bon, j'allais dire par chance, mais je finis un peu avant 21 heures, donc le 15 août à 21 heures, il commence tout juste à faire noir, donc j'ai pas eu à sortir la frontale, mais c'est vrai que c'était quelque chose, moi, qui me faisait Ouais. très peur, et c'était un de mes objectifs, je m'en fichais du temps, je voulais juste arriver avant la nuit, parce que j'avais pas forcément envie d'être à la frontale. Et puis de toute façon, sur la fin de l'épreuve, tu voyais un peu les spectateurs commencer à rentrer, il y avait plus beaucoup de monde, c'était pas la même ambiance. Donc ouais, j'ai vraiment hâte que tu nous en parles un petit peu plus. Euh, tu nous parlais d'une équipe tout à l'heure pour l'épreuve. Comment tu as réussi à la constituer et c'était quoi le rôle de cette équipe-là? Bah, je l'ai constitué assez facilement puisque du coup, il y avait 2 personnes avec moi, c'était donc ma compagne, et mon meilleur ami. Donc du coup, finalement, ça s'est fait un peu naturellement. Je leur ai dit: «Bah, je me lancerais bien dans ce challenge», mais en fait, c'était un peu comme en Formule 1, c'est-à-dire que je fais le paradoxe, mais en fait, Hamilton, il a beau être le meilleur, enfin, il était, il a beau être un des plus grands champions, s'il y a personne dans le paddock, s'il y a personne pour l'aider, pour faire les ravitaillements, les pneus, tout ça, bah, il va pas aller bien loin. Donc, moi, je voyais cette épreuve exactement de la même manière. Je me disais, bah, quand je suis tout seul sur le vélo, c'est pas un problème. Je pars, j'ai mes gourdes, j'ai mes jambes, c'est moi tout seul sur le vélo, mais après, si je m'arrête et que j'ai personne pour me soutenir, que j'ai personne pour m'aider, ça va être 24 heures de calvaire. Et là, en fait, ça a été vraiment 24 heures de pur bonheur parce que c'est un moment qu'on a partagé ensemble. Ils se sont vraiment investis avec moi et je les en remercie encore. Où ils étaient là à préparer tout ce qu'il y avait. On avait établi un petit plan avec à tel moment je vais manger, à tel moment j'ai besoin de ça. Enfin, ils ont vraiment été au top et ça change complètement. Vraiment, enfin, je pense la phase de la course parce que du coup, le faire seul, il y avait un concurrent avec qui j'ai parlé avant qui le faisait seul. Moi, j'ai trouvé ça super triste parce que je Hmm. me suis dit, mais du coup, quand tu passes la ligne d'arrivée d'un truc aussi important, qui est peut-être un des plus gros challenges de nos vies, après, je connais pas sa vie, mais je me dis, c'est triste quoi de le partager tout seul. Et là, moi, j'avais
j'avais mon clan quoi, même autour de moi. Hmm. Et du coup, j'imagine que ça t'a beaucoup aidé, au-delà du ravitaillement, mais au moins tu avais une présence et des encouragements à chaque tour. Bah ouais, mentalement, ça fait la différence parce que quand on arrive, encore une fois, hein, mais les passages de jour, c'est pas les plus durs, c'est les moments dans la nuit, c'est les moments où la fatigue se fait ressentir, c'est quand on a dépassé minuit, 1 heure du matin, où bah, naturellement le corps il commence Hmm. à nous donner des signes de fatigue, à nous dire qu'il a envie de dormir, qu'on a du mal à s'alimenter, qu'on a mal quelque part. Bah, mentalement, ça fait du bien d'avoir du soutien, des gens qui ont les bons mots au bon moment. Ça fait une énorme différence parce que les doutes du coup s'estompent beaucoup plus facilement. Ouais. Tu les avais un petit peu briefés sur ce que tu avais envie d'entendre ou ce que tu avais envie de, tu vois, un peu le réconfort que tu voulais avoir. Alors, je les avais pas briefés, mais disons que c'était la première fois que mon meilleur ami venait sur la course et enfin sur une de mes courses. Donc lui il découvrait. Autant ma femme, elle m'accompagne sur toutes mes courses. Donc elle sait voir dans mon regard les moments où c'est difficile, les moments où il faut me pousser un peu. Et donc j'ai pas eu besoin de la briefer. Là où je leur ai demandé, c'était plus si jamais j'arrive avec un gros coup de down et vraiment que limite je parle d'abandon, d'arrêter parce que c'est bon, je suis au bout, mais plutôt d'essayer de trouver les mots pour me calmer, réfléchir et me relancer parce que dans tous les cas, un peu comme dans les personnes qui font de l'ultra trail, on a des moments down et après ça revient. Donc faut juste passer un peu ce moment où on n'est pas bien. Et là, oui, effectivement, l'accompagnement fait la différence. Et c'est vrai que ben, moi j'accompagne souvent ma compagne sur les courses et je sais qu'il y a des choses à surtout pas dire, mais bon je l'ai appris. On s'était pas briefé avant, du coup je l'apprends à mes dépens. C'est top, mais ça doit vraiment être incroyable, une belle histoire en fait, une belle page à écrire ensemble parce que finalement chacun a un rôle vraiment important. Et, dans ta partie préparation, il y en a qui font de la méditation, il y en a qui ont des morning routines, il y en a qui font de la visualisation. Comment est-ce que toi tu vis tout ça? Est-ce que tu l'as mis en place? Et si oui, comment? Ouais. Dans la partie préparation, moi, je faisais déjà de la méditation. Je suis pas hyper régulier, mais disons que c'est quelque chose qui me fait vraiment du bien, surtout à certains moments. Et puis pour faire le parallèle avec l'épilepsie, c'est quelque chose qui est très très bon pour l'épilepsie, d'essayer de se recentrer, de calmer un petit peu le cerveau. Et dans la préparation physique, ça a été quand même prouvé que ça avait un gros impact. Et donc j'ai toujours fait un petit peu de méditation depuis quelques temps, depuis quelques années. Donc j'ai pas changé mon habitude Mhm. spécialement pour le T24. Par contre, ce que j'ai essayé de rajouter, c'était des exercices moi j'ai appelé ça des exercices de visualisation. C'est que quand je faisais des longues sorties de vélo, 120, 140, 160 km, bon d'abord faut s'occuper. Et puis j'essayais justement vers les fins de sortie, quand je commençais à avoir un peu mal aux jambes ou qu'il se mettait à pleuvoir, que les conditions étaient moins bonnes, d'essayer d'imprimer cette image dans ma tête et de me dire bah tu te serviras de ça quand tu seras sur le T24 pour t'ôter un doute d'arrêter, pour arrêter d'avoir des pensées négatives, pour te dire que bah même dans les moments difficiles, tu es capable de le faire, que tu t'es pas entraîné pour rien, que t'as pas sué, t'as pas fait des sacrifices pour rien et que faut aller au bout. Mhm. Et, et ça, je pense que ça a pas mal, je m'en rendais pas compte, mais je pense que le jour même et encore aujourd'hui, suite à des différentes épreuves que j'ai fait, je pense que ça a changé vraiment quelque chose, la visualisation, le fait de se dire, euh, déjà de visualiser l'épreuve en elle-même, comment elle va se dérouler, d'être honnête avec les difficultés, Mhm. de ne pas essayer de cacher les doutes, mais d'y faire face. Et puis pendant ces entraînements, d'essayer de marquer les gros entraînements un peu et de se dire, bah ouais, j'ai quand même réalisé ça à l'entraînement, donc si je l'ai fait, c'est que je suis prêt pour la compétition. Ouais, du coup, c'est un peu comme une image, une photo finalement que tu ressors dans les moments de down en fait pendant la course. T'en as ressorti quelques-unes. Bah, j'ai ressorti, ouais, la plus marquante, c'était vraiment lors d'une sortie à vélo. J'étais parti pour 160 km.
j'avais eu des galères techniques avec le vélo, j'étais encore loin de chez moi, il se mettait à pleuvoir, j'avais plus de nutrition, enfin j'étais vraiment plus mal parti possible. J'avais le choix de m'arrêter et de prendre un bus jusqu'à un RER et puis de rentrer chez moi. Bah, j'ai fait le choix de me dire non mais maintenant faut se forcer. Euh, Tu vas y arriver et ça va te servir de justement de référentiel. Ça va te marquer un peu l'esprit pour que quand tu aies un coup de down équivalent, tu saches que tu peux le dépasser. Ça va revenir, ça va aller, tu vas aller au bout. C'était surtout ça, moi, l'exercice que j'ai essayé de faire parce que lors des précédentes épreuves, par exemple mon premier marathon, j'avais trouvé ça hyper long. J'avais mis quasiment 4 heures. Enfin, j'étais pas préparé et tous les coups de down que j'ai eus, vraiment, j'ai eu beaucoup de mal à les surpasser. Il y a des moments où j'ai dû marcher parce que bah, j'y arrivais plus, quoi. J'avais plus du tout envie. Puis finalement, on arrive à la fin de la ligne d'arrivée et on voit tout le monde qui est en train de sprinter. Donc c'est mental. Ouais. Le corps est capable, mais par contre, mentalement, faut être un petit peu plus préparé pour ce genre d'épreuve. Mm, mm. Ouais, c'est vrai que c'est long en fait on se rend pas compte en fait avant de se lancer les durées tu vois quand tu dois nager 4 heures tu dis bah 4 heures c'est un chiffre mais en fait quand t'es dedans c'est très très long quoi. Ouais. Encore là t'as pas fait ça en piscine tu vois si t'avais été en piscine là, tu deviens fou. Ah Mais, mais je pensais à ça, c'est un très bon exemple. Je pensais à ça parce que je regardais, j'ai écouté un podcast d'un décatriathlète qui veut se lancer le challenge de faire 30 fois, enfin de faire justement 30 Ironman de suite. Et en fait, à partir du moment où on dépasse l'Ironman, les épreuves ont lieu la plupart du temps en piscine. Je me suis dit, mais s'infliger les 72 bornes de nage en piscine, quand déjà on a fait 1 kilomètre d'aller-retour sur une piscine de 25, c'est hyper long, même là 20-50. Je me dis c'est infâme quoi, donc faut avoir une force mentale parfois dans certains moments, faut pas se laisser aller, mais là 72 kilomètres, je vais pas les faire tout de suite en piscine. ouais, non l'horreur ça donne pas envie. Donc là, bah, on s'approche de la course. Comment tu te sens la veille, le matin de la course? Le matin de la course, je me sens, franchement, je me sens pas stressé sur le coup. Je me sens hyper excité parce que bah, je me suis préparé pendant des mois. J'avais fait des grosses semaines d'entraînement avec un nombre d'heures que j'avais jamais réalisé autant. Je m'étais préparé, bah, encore une fois, mentalement. J'avais fait beaucoup d'exercices. Je me sentais vraiment au meilleur pic de forme de l'année, voire des dernières années. Donc, j'étais excité, serein d'y aller à plein de confiance, le matériel était prêt, tout était réglo, tout était carré. Enfin voilà, c'était en bonne voie pour y aller. Et puis après les minutes passées, on se rapproche de la ligne. Et en fait, au T24, ils font passer toutes les équipes et tous les participants sous une sorte de haie d'honneur. Et donc du coup, bah, on passe seul là-dessous. Et là, par contre, ça y est, le stress qui arrive parce que bon, déjà le stress d'être entouré de plein de gens qui nous acclament alors qu'ils nous connaissent pas, mais qui sont là pour nous soutenir. Et puis en fait, après, quelques minutes avant le départ, le speaker appelle tous les individuels à se mettre devant, parce qu'en fait, on partait par peloton, donc les individuels, ensuite les équipes de 2, les équipes de 4, les équipes de 6. Du coup, on se retrouve à une cinquantaine de personnes devant tout le monde avec des centaines de personnes autour de nous, le speaker et tout. Et en fait, tout le monde nous regarde un peu comme des super-héros en disant, ah, ils sont complètement malades, ils vont faire ça tout seuls. Enfin voilà, certains trouvent ça fou, certains trouvent ça hyper impressionnant, mais tout le monde, entre guillemets, nous montre du doigt. Ouais. Et là, du coup, stress au maximum, boule au ventre. Enfin, heureusement qu'on n'a pas attendu trop longtemps parce que sinon, je pense que je faisais demi-tour, quoi. C'était hyper compliqué. Ouais. Et là, t'as pas eu peur de faire une crise du coup? Bah si, à ce moment-là, j'ai eu peur parce que quand je suis trop stressé, forcément, j'ai cette appréhension. Et je me suis dit, mais non, mais ça va. Et puis je trouve des moyens, avec le temps, je trouve des moyens de me rassurer. Et heureusement, on n'a pas attendu trop longtemps. On est parti nager. Et puis là, je me suis mis dans ma nage. J'ai même nagé un peu vite par rapport à ce que j'étais prévu pour sorte
de détendre. Comme quand on commence une course, on se fait un petit sprint, un truc pour se détendre parce que là, ça allait pas. Et là, pareil, j'ai mis un petit coup de bras pour me détendre. Et puis après, ça a été en fait, dès que le go a été donné, je suis rentré dans ma course et ça allait mieux. Ok. T'as fait les 4 heures d'affilée en natation? Non, 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 j'ai fait 3 kilomètres de suite. Je me suis arrêté pour boire de l'eau. Il y avait un petit stand pour ravitailler en eau et en sucre. J'avais une boisson isotonique qui était prête. Et puis, je suis reparti pour 2 kilomètres. Et puis, je m'étais dit, bah, au bout de 5, je fais une pause, j'analyse, je vois comment je me sens. Et en fait, j'ai eu une problématique technique qui a fait beaucoup rire les spectateurs et le speaker. C'est que j'étais en train de me brûler le cou Hmm. avec la combinaison en néoprène qui était trop petite. Et du coup, j'ai changé de combinaison au 3e kilomètre. Et en fait, c'était trop tard. J'avais mis une vieille combinaison à moi qui était, je le savais, à la bonne taille, mais qui avait un problème de fabrication et qui avait été déchirée. Donc, j'ai dit à la speaker, bah, est-ce que tu peux me découper la néoprène, quoi? Ouais, Et en fait, tout le monde rigolait. Elle a dit, bah, j'ai jamais fait ça, mais donc elle était en train de couper avec un gros ciseau dans la combinaison ouais, qui vaut quand même un certain prix, quoi. Donc, j'ai dit, bah non, mais c'est pas grave, de toute façon, elle est déchirée, ça y est, c'est tant pis. Et puis, ça m'a fait rigoler. En fait, c'est vrai que ça a détendu aussi, enfin, moi, mentalement, ça m'a détendu parce que c'est le but de ce genre de compétition, c'est que, bah, il y a des aléas, faut y faire face. ouais. Il y en a pour qui ça se passe d'une traite, nickel, et puis il y en a pour qui il y a des petits aléas. Moi, j'ai eu de la chance, ça n'était que ça. Ouais. Donc voilà, après le 5e kilomètre, de toute façon, j'étais déjà brûlé. Je me suis dit foutu pour foutu. Je suis reparti pour 2 kilomètres et après, j'ai décidé de faire une grosse pause pour recharger les Ouais. batteries avant d'enchaîner sur le vélo, quoi. D'accord. Et après, du coup, en vélo, tu démarres, t'es en forme ou t'es déjà un peu entamé? Ben, honnêtement, je suis plus en forme que, que ce que je pensais sur le coup. Les premiers kilomètres, le temps que les gens trouvent leur rythme, mais je suis étonnamment surpris du niveau de forme. Du niveau de confiance qui est au maximum parce que j'avais jamais nagé 7 kilomètres et que je m'étais mis ça comme objectif. C'est aussi peut-être pour ça que j'ai arrêté au bout de 7, c'est que je m'étais dit 7, après on verra. Ouais. Et puis bah mentalement en fait quand j'ai atteint 7, j'ai vu que ça faisait déjà avec les pauses tout ça, on était déjà sur 2h45 de compétition, presque 3 heures. Je me suis dit il reste 1 heure, le temps de me changer, de me sécher, de bien manger. Je me suis dit bah je fais la pause maintenant. Donc je pense que mentalement, c'est quelque chose que je referais pas, de Hmm. me laisser une limite, ou en tout cas une limite basse, parce que bah, j'aurais pu sûrement aller à 9 ou 10, mais voilà, j'ai fait ce choix d'arrêter. Et donc, quand je commence le vélo, bah, je suis relativement frais, effectivement, parce que 7 kilomètres, c'était beaucoup, mais j'ai bien récupéré, je me suis bien hydraté, j'ai fait le point avec mon équipe, comme Mhm. je l'appelle. Et donc, je pars hyper motivé, en fait, pour le vélo. Et comment tu gères du coup la nuit en vélo, l'arrivée de la nuit? J'imagine que tu es équipé en termes de lumière, tout ça. Mais Ouais. pareil, là, quand on arrive sur les coups de 21h, 22h, la fatigue commence à s'accumuler. Et puis on arrive sur le rythme, en fait, euh, le rythme de sommeil qui reprend le dessus. Est-ce que tu as vécu un moment des phases d'endormissement? Alors, je vais te répondre à ta question en deux fois. Pour la première partie, c'est que j'ai fait en fait, on a commencé à 15 heures et donc le soleil s'est couché que vers 20 heures. Donc finalement, il y avait une période de 5 heures qui était passée, mais j'ai pas roulé 5 heures non-stop. Je me suis arrêté pareil pour recharger les bidons d'eau, me ravitailler. Je m'étais dit, je m'arrête tous les 3 heures pour manger un peu solide, pour jamais avoir à m'arrêter, à être en hypoglycémie ou être déshydraté, quoi. Donc j'avais une stratégie de nutrition qui était hyper cadrée. Donc sur ça, j'appréhendais pas. Par contre, effectivement, j'appréhendais la nuit et vers 20h30, la nuit est tombée. Je venais de manger, donc moi j'étais en forme. Et à 21h, j'ai eu le premier coup, bah, il fait nuit, on met les frontales parce qu'on a alors les frontales, pardon. Frontales, c'est pour la course à pied, mais on avait des lumières sur le vélo, en fait, obligatoires à l'arrière et à l'avant avec une certaine luminosité à respecter. Et donc, du coup, on est bien équipé, on voit très bien, mais c'est vrai que c'était la première fois que je roulais de nuit, que je rentrais dans la nuit à vélo pour plusieurs heures.
Et là, du coup, petite angoisse parce que ça fait très bizarre. Et du coup, le corps, effectivement, après cette angoisse-là et la fatigue, je commence à avoir un petit coup, effectivement, comme tu disais, un petit coup d'endormissement, pardon, un petit coup de fatigue qui est passé relativement vite, parce qu'en fait, quand je suis arrivé à 21h30, je me suis dit, bah, je vais prendre un café. Ouais. Tout bêtement. Je vais me faire un café, c'est le moment de ma pause. Puis ça m'a réconforté parce que voilà, j'aime bien le café. Donc là, c'était vraiment petit moment, petite boisson chaude qui faisait du bien. Donc c'était reparti mentalement, mais l'arrivée dans la nuit, c'est quelque chose que je conseille à tous les sportifs de vivre au moins une fois. Ouais. C'est déstabilisant en fait. Et t'avais pas testé ce passage en nocturne à l'entraînement? Bah non, j'ai. Alors maintenant que tu me le dis, logiquement tout le monde va se dire, bah, pourquoi t'as pas été un jour faire du vélo à 5 heures du matin? Et puis en fait, je me suis fait la réflexion que j'arriverai jamais à reproduire Ouais. les Les conditions conditions. exactes. Ouais. Je pourrais très bien me dire, bon bah je pars le soir après le boulot à 19h, je prends le vélo et puis au mois d'avril ou au mois de mai, je vais me faire une sortie. Je suis encore dehors pendant une heure et demie, puis je reste 2 heures de plus dehors. Mais je ferai jamais face à la même chose parce que d'abord, j'aurai jamais le même taux de fatigue. Mm. Le niveau de fatigue, je l'accumulerai jamais autant dans un entraînement parce que ce serait plus un entraînement là, Ouais. ce serait délirant. Et puis là, je partais pour faire vraiment le tour du cadran quoi. Donc mentalement, quand on sait qu'on part pour 2 heures et qu'on va faire 2 heures de nuit, Mm. Ouais, c'est pas courir de pareil. nuit, je pense qu'on est beaucoup à l'avoir fait. En hiver, on court tous de nuit. Mais faire du vélo en sachant qu'on va faire le tour du cadran et vraiment passer les heures de sommeil dans, dans la rue à faire du vélo ou dans la montagne parce qu'il y avait un endroit où on passait à côté des montagnes. Enfin, Ouais. on peut Mm. pas s'y préparer en fait. Donc, on essaie mentalement avant de se dire, bah, ça va le faire. Il n'y a pas à avoir peur parce que c'est ça en fait. C'est vraiment, basiquement, c'était un peu de la peur quoi. Ouais. Et finalement, ça se passe bien parce qu'on s'entraîne entre nous, on discute un peu avec les gens. Et puis, quand on passe en fait à chaque boucle, on voit nos proches. Donc avec le temps, en fait, le corps s'habitue, mais la première heure, elle est très très déstabilisante pour le corps parce que en fait, on n'est pas habitué à ça, quoi. Ouais, ouais, tu m'étonnes. C'est vrai que c'est toujours un peu bizarre ce passage vers la nuit. Hein. Ceux qui font Mm. de l'ultra cyclisme, notamment, en parlent assez. Euh, mais après, du coup, t'as pas une fois que t'es vraiment dans la nuit profonde, tu vois, tu disais que tu courais jusqu'à 5 heures, enfin tu roulais jusqu'à 5 heures du matin. À partir de minuit, t'as plus de speakers. L'ambiance doit vraiment être un peu bizarre parce que pareil, au niveau des spectateurs, il doit plus y avoir personne. Ouais, c'est ça. En fait, ils avaient annoncé soirée avec DJ jusqu'à minuit parce que ils se veulent un événement familial et franchement, c'est le cas, c'est réussi. Et du coup, ça permet aussi pour les gens qui sont là, le soutien et toutes les équipes, parce que les gens qui sont deux, il y en a qu'un seul qui est en train de faire du vélo. Ouais, Donc, celui qui est sur place, bah, il profite d'un cadre. Les équipes de 4, n'en parlons pas, pareil pour 6. Donc, mais quand on est tout seul, moi, l'ambiance, je l'ai pas vue parce ouais, que je passais juste, hop, je faisais un tour de rond-point, je voyais les écrans, je voyais le speaker, j'entendais, mais c'était très bref, quoi. Donc, je repartais, en fait, dès que je faisais le tour du rond-point, hop, je repartais pour 16 kilomètres, je repartais dans la nuit noire. Donc, c'était, euh, c'était compliqué à vivre au début. Puis, en fait, après, on est hmm. Ouais, t'es dans la on course est en dans fait. un cycle. On se dit, bah, tiens, je vais m'arrêter, je fais 2 tours, puis je m'arrête. Je refais 2 tours, puis je m'arrête. Ouais. Jusqu'à temps que, là, on ait un gros coup de fatigue et qu'on se dise, bon, faut faire une Hmm. pause, quoi. Tu t'es arrêté pour dormir? J'ai fait une pause de 2 heures. J'ai fait ce parti pris parce que, je me suis dit 2 choses. Je me suis dit mentalement, ça va m'aider de savoir qu'il y a une pause où je vais pouvoir recharger les batteries, même si c'est 2 heures. C'est pas énorme, mais je crois qu'un cycle de sommeil, c'est 1 heure et demie à peu près. Donc en 1 heure et demie, on a la possibilité de recharger un petit peu et de tomber en sommeil profond. Donc je me suis dit, je sais pas si c'est la bonne stratégie, mais je vais essayer de dormir un petit peu. Et puis, et puis par rapport à l'épilepsie, je me suis dit, même si 2 heures, ça paraît pas grand-chose, je me suis dit, c'est toujours ça de prix. Maintenant, quand je regarde en arrière, j'aurais pu ne pas les prendre, mais je regrette pas parce que la compétition s'est super bien passée, que c'était pour ce jour-là un bon choix.
Donc voilà, et mentalement, en fait, quand je me suis réveillé de ça, je savais que je repartais à la guerre, quoi. Ouais. Donc je repartais pour la course à pied. Et ce qui est très drôle, c'est que j'ai pas eu le temps d'avoir des doutes parce que j'avais pris un Airbnb qui était un logement. Tu vois, si je peux dire Airbnb, mais j'avais pris un logement qui était par hasard sur le chemin de la course à pied. Donc quand je suis sorti du logement, je suis tout de suite tombé sur des coureurs Ouais. qui venaient de commencer. Et j'ai pas eu le choix. J'ai dit à mon pote, je dis bah go là en fait je mets mes baskets, j'y vais quoi, on va au point de départ, je remets mon dossard et puis c'est parti quoi. Donc j'ai pas eu ce moment de ah oui, il faut s'y remettre, je suis fatigué tout ça, j'ai tout de suite eu l'adrénaline de surtout que c'est ma discipline favorite donc allez on va courir, il est 4 heures du matin, c'est parti quoi. D'accord. Ouais, du coup, tu peux rentrer chez toi en fait. T'es pas. Je pensais moi que tu avais Ouais. t'avais un lit de camp là sur le côté. Euh, Ah, il y en a qui étaient très très bien équipés parce que moi je suis venu en touriste en fait quand j'y repense. J'avais pris un logement parce que j'étais là la veille, donc j'avais finalement pris 2 nuits dans ce logement-là. Mais il y a des gens qui avaient des toiles de tente, il y avait des gens qui avaient ramené leur sac de couchage, le réchaud pour faire à manger. Enfin, parce que c'est aussi un événement quand on le vit en groupe à 4 ou 6, ouais. enfin ça Les doit être autres trop doivent bien quoi attendre de le quand faire même. avec sa bande de potes. Ouais, c'est ça. Je pense que tout seul, on a une équipe qui nous attend. À deux, c'est pareil. À deux, il y en a qu'un Mm. qui est sur le vélo, donc l'autre attend. Donc c'est pareil, ça peut être compliqué. À partir de 4 ou 6, c'est trop bien. Il y en a, ils étaient super bien équipés. Il y en a qui avaient été malins, ils avaient pris un camping-car et ils s'étaient garés sur le parking. Oui. Donc Et du très coup, bonne idée aussi. Ouais, il y en a, ils étaient super bien équipés. Moi, je suis arrivé avec mes gamelles, mes pattes, en me disant bon bah on y va. Hein, je suis ouais. pas du coin, je vais faire ma course, mais ça va le faire quoi. T'as trouvé beaucoup d'informations avant d'y aller, tu sais, pour te préparer à ce genre de choses, ou t'as été un petit peu comme ça, euh, pas à l'arrache, mais tu vois, un peu comme ça au feeling, quoi. Non, j'y suis allé. Moi, j'aime bien l'expression au talent, comme on disait quand les gens qui vont passer le bac, on y va au talent. J'y suis allé semi au talent parce que les 24 heures, on se pointe pas comme ça Ouais. sans le matériel. Déjà, il y a un matériel obligatoire. On sait qu'on va passer plusieurs heures sur le vélo, debout, donc on s'équipe bien, on teste le matériel et puis il y a un il y a un groupe Facebook qui est hyper actif, qui est maintenu par l'organisation. Et du coup, on trouve toutes les infos dont on a besoin. Il y a des témoignages des anciens participants. Alors, je précise, c'est un groupe pour ceux qui vont participer Mm. finalement à la prochaine édition. Donc en fait, c'est super parce qu'il y a des gens, ça fait 3 ans qu'ils le font. Et enfin, il y a un très très bon esprit. Après, moi, je trouve personnellement que dans le triathlon, c'est un sport dans lequel il y a une vraie entraide, c'est un sport complètement à part des autres sports où on voit des mauvaises ambiances, Ouais. ce genre de choses. Là, je trouve que quand on n'est pas dans les pros, il y a une bonne ambiance et encore plus dans un événement de 24 heures. Enfin, franchement, moi, j'ai eu tous les détails dont j'avais besoin. Ils avaient fait un roadbook qui était super bien détaillé. Pour pour une organisation de cette taille-là avec que 3 ans d'ancienneté, franchement, ça rivalise facilement avec la licence Ironman. Enfin, Mhm. c'était hyper carré. Voilà. Puis j'ai pas parlé des bénévoles, mais il y avait, je crois qu'il y avait autant de bénévoles que de participants. Enfin, et donc il y en avait partout. Enfin, c'était super bien. Bon. Ouais, du coup, t'arrives près de la ligne d'arrivée, tu passes la ligne, qu'est-ce qui se passe là tu vois, dans ton fort intérieur? Alors pareil que pour la natation, je m'étais dit en tête, ça serait bien que je fasse 50. Donc quand j'arrive à mon dernier tour et que je sais que ça fait 50, euh, c'est un déclic en me disant, bah, le travail est fait. J'avais le temps pour en refaire un. J'avais vraiment le temps. Et puis j'ai fait le choix de pas le faire, de pas être gourmand, de me dire, bon, je suis arrivé, on a rempli l'objectif. Ce serait bête que sur un dernier tour, je me blesse, que voilà. Là, c'est bon, tout va bien, je suis très content de moi, je suis fier de moi. Voilà, j'ai rempli l'objectif que je m'étais fixé il y a des mois. Et ce qu'il faut savoir en fait, c'est que le T24, ce que j'ai pas précisé, mais les gens pourront le trouver facilement sur le site, c'est que étant donné qu'on part tous à la même heure,
il n'y a pas de classement en premier arrivé, premier sur le podium. C'est déterminé par des points. Chaque tour finalement qu'on fait nous donne un certain nombre de points. Et Mhm. après, c'est un ranking avec les points accumulés. Donc, moi, j'avais atteint le nombre de points que je voulais faire. Je m'en fichais du classement. Je m'en fichais de savoir combien avait fait l'autre. J'avais juste fait mon truc. Donc, franchement, quand je vois la ligne d'arrivée à la fin, je me dis, bah, c'est bon, quoi. Ça y est, c'est fait. Soulagement, fierté. Pour le coup, fierté. Autant je suis très humble sur les compétitions avec mes proches, autant là, j'étais vraiment fier de moi. Pas crier sur tous les toits, mais voilà. Je passe la Ouais, ligne d'arrivée fier. Je serre la main du fondateur, enfin du fondateur de cette marque et voilà. Je me dis que peut-être l'année prochaine ou dans d'autres années, je le ferai parce que voilà, j'ai vraiment pris plaisir, quoi. ouais, c'était une expérience incroyable. Franchement, je veux bien croire. Du coup, à la fin, tu es aussi satisfait de pas avoir fait de crise. Tu t'en sors plutôt bien. Ouais, ouais, ça a changé beaucoup de choses pour moi parce que de me dire que finalement faire 24 heures de sport, s'endormir, avec une bonne alimentation, mais qui n'est pas la même qu'au quotidien, avec la chaleur, parce qu'il avait fait chaud ce jour-là, bah, finalement mon corps a été capable de tenir. J'ai pas fait de crise, donc ma confiance en moi, elle n'en est que décuplée parce que je me dis, bah tu vois que quand il n'y a pas besoin de stresser, Ouais. pas besoin de stresser, tu vas pas forcément faire une crise juste parce que tu es un petit peu fatigué, quoi. Et ça, pour les derniers mois, ça m'a beaucoup aidé, ça a changé beaucoup de choses pour moi. Et du coup, ce que je comprends, c'est que ton rapport à la maladie a changé aussi, du coup. Ouais, mon rapport à la maladie, il a changé. Il a vraiment changé du jour où je me suis inscrit déjà. Il a changé parce que je me suis rendu compte que je pense, je les connais pas tous, mais que dans les participants, et je parle que des 52, et même si je prends l'ensemble des participants, je pense pas qu'il y avait d'autres épileptiques, ou bien on était très peu nombreux, peut-être deux, trois maximum, et encore, puisqu'on représente qu'1% de la population française. Donc j'étais sûrement le seul, et je me rends compte que faire cette course, c'est un exploit, mais la faire avec ce handicap, euh, ouais, je me lance pas des fleurs, mais finalement, voilà, j'ai un petit handicap en plus par rapport aux autres quand je vais m'entraîner. Donc, ça a vraiment boosté ma confiance en moi juste de ce point de vue-là. Pas pris la grosse tête ou quoi, mais c'est juste de se dire, bah, en fait, ma maladie, j'arrive à la contrôler entre Mhm. guillemets. Ce que j'ai mis en place dans ma vie fonctionne et j'ai juste à maintenir ce cap, quoi. Et du coup, dernière question avant la fin de cet épisode. Euh, Qu'est-ce qui t'a marqué? Est-ce qu'il y a un fait de course ou est-ce qu'il y a un encouragement qui t'a marqué particulièrement? Euh, Bah, ma team qui était avec moi, la team qui était avec moi, franchement, ils ont été au top du début à la fin et j'ai vraiment pris plaisir à participer avec eux et à partager ce moment-là avec eux. Ça, c'est la première chose. Et l'autre chose, honnêtement, c'est les bénévoles. Quand on fait, enfin, toi, tu as dû le voir quand tu as fait Embrun, euh, qui est aussi une course mythique et hyper difficile, réputée hyper difficile. Ça fait du bien de croiser des bénévoles et les gens sur le bord de la route. On leur répond pas tout le temps parce que parfois on est un peu dans le dur, mais c'est agréable. Et je trouve que c'est sur le triathlon et sur des longues distances comme ça, c'est un peu différent tu vois, du marathon de Paris où au marathon de Paris, il y a des milliers de personnes partout. C'est vraiment, c'est une foule, c'est une ambiance. Mais les encouragements, on les entend. Moi, je les Mhm. entends un peu moins. Là, quand je vois une famille qui est au bord de la route, qui dit mon prénom et qui dit allez, c'est bientôt la fin, bravo, bah ça fait une vraie différence. Et comme il y avait beaucoup de bénévoles en plus, franchement, ils ont été au top et ça fait du bien, quoi. Ouais, Ça fait vraiment du bien pendant la compétition. ouais, c'est clair, je suis tout à fait d'accord. Bon, merci beaucoup Maxime pour ce récit. Et puis, on se retrouvera très bientôt, Merci à certainement toi, sur les réseaux. merci à toi en tout cas pour ton invitation et ouais, à très bientôt, j'espère. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous souhaitez toujours plus de contenu inspirant, des récits de courses et des histoires incroyables, retrouvez tous les épisodes sur les plateformes de streaming, YouTube, Instagram et Facebook. N'oubliez pas de vous abonner pour être sûr de ne rien manquer. Avant de conclure, j'aimerais vous rappeler à quel point votre avis est important pour moi. Vos retours et commentaires sont les piliers qui m'aident à grandir.
N'hésitez pas à partager vos impressions, suggestions et idées pour faire de chaque épisode une expérience encore meilleure. À très bientôt.